Tu as pissé dans la combi. Donc j'ai pissé dans la combi. À 350 à l'heure, j'arrive, je braque, et là ça tourne pas. Ouais. T'es en tête, tu sors, t'es le roi des idiots. Hein. Et tu vois, ça t'arrive ça. Ta carrière est terminée. Tout le monde dit, le mec il a craqué sous la pression, etc. Il m'avait dit à l'époque, toi t'es super bon, faut que tu viennes chez nous, tu vas faire une carrière extraordinaire. Jean Todt. Jean Todt, le patron de Peugeot à l'époque, et de Ferrari après. Waouh. C'était ton C'était boss mon patron, ouais. Je me fais virer du DTM, clairement, et ils ont eu raison, parce qu'effectivement, j'avais pas les résultats escomptés. Et on aurait dû gagner, franchement, il y a une année, on était en tête, et puis il y a le troisième qui fait le con, sinon on gagne. Salut Pierrot Salut Marco. et bienvenue à tous sur En roue libre. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on a un invité qui va vraiment vous impressionner. Il a été 11 fois au départ des 24 heures du Mans, décrochant une victoire et 4 podiums. Mais ce n'est pas tout. Il a été champion de Formule 3, pilote aguerri de DTM, vainqueur des 24 heures de Chamonix, spécialiste du trophée Andros, des 1000 km du Nürburgring, des 24 heures de Spa et j'en passe. Ce gars a un palmarès qui parle de lui-même. On va s'asseoir avec lui pour une interview où il va partager son parcours. Ensuite, il nous présentera sa voiture fétiche dans le Tour du Proprio. Une auto qui nous replongera dans notre jeunesse, j'en suis sûr. Et surtout dans ta jeunesse à toi. Merci bien. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car on a un concours spécial où on vous fait gagner un objet unique de son garage. Si vous êtes fan de courses et d'histoires qui sortent de l'ordinaire, c'est le moment de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Préparez-vous, on embarque avec Eric et Larry. Salut Eric et merci d'être avec nous ce soir. Salut, vous allez bien? Très bien et toi? Impeccable. Eric, pour commencer, peux-tu te présenter? Eric et Larry, je suis né en août 66, donc, et puis ma vie a été axée sur la course automobile depuis pratiquement ma naissance jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait de la voiture à pédale chez mes parents, là, j'avais une petite Formule 1 voiture à pédale à partir de 2-3 ans. J'ai joué au circuit 24 et puis après Formule Ford, Formule 3, Formule 3000, Le Mans, DTM, États-Unis, Dakar, Trophée Andros. Et aujourd'hui, je prépare des belles voitures. Tu as tout roulé. Pas tout, mais un paquet. Et ton boulot, c'est aussi de travailler sur les voitures. Oui, en fait, lorsque j'ai arrêté de piloter, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et un de mes clients, un de mes copains m'a dit, moi j'ai une Alpha GTA, est-ce que tu veux bien t'en occuper? Et ça a commencé comme ça. J'avais fait des études de mécanique quand même. Hein. Donc j'avais un BTS mécanique. Ouais. Et après j'ai fait 1 an d'ingénieur avant d'arrêter parce que j'étais déjà en Formule 3. Donc j'avais quand même les bases. C'est la course qui t'a fait arrêter Oui. les études. Alors non, c'est ma mère qui m'a fait arrêter les études parce qu'en fait, Oula. c'était hors de question pour eux que j'arrête les études pour faire de la course. Et puis un jour, j'étais en F3 chez Oreca. Ma mère, elle vient me voir, elle me dit « Peut-être que tu pourras arrêter. » Je crois que j'ai arrêté dans le millième de seconde qui a suivi. C'est ça. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et est-ce que tu peux nous raconter comment tu as commencé la course automobile? Pourquoi tu es tombé dedans quand tu étais petit? Est-ce que tu as commencé par le karting? Est-ce que tu as dit la voiture à pédale, mais C'était Alors, là. Il était là, deux élus. chez les Larry, c'est vraiment toute une génération. Mon arrière-grand-père était chauffeur du René Coty, président de la République. Waouh. Mon grand-père était pilote essayeur chez Citroën. Il roulait dans les DS, etc. pour les voitures Sur de la série? Montlhéry, oui. Mon papa a fait la Cooper 8 et la Cooper 12 et du rallye. Et Ah ouais. ensuite, il a fait du karting. C'est dans les gènes. Et c'est dans les gènes. Et là, j'ai commencé à rôder les kartings de mon papa. C'est comme ça que c'est parti. À quel âge? J'avais 15-16 ans. Et ce qu'il ne dit pas, c'est que tu as gagné des championnats de France de karting. J'étais, 2 fois champion de France de karting. Eric, tu peux nous rappeler un peu, faire une rétrospective pour ceux qui ne connaissent pas, et là tu en as un peu parlé vite fait tout à l'heure, mais de toutes les courses que tu as pu réaliser en citant le max de voitures que tu as pilotées. Chronologiquement, première voiture, c'était une Formule Ford. Petite Ouais. monoplace, 1600 Sans aileron, cm3, sans aéro. des pneus en bois, 4 vitesses, le truc vraiment basique. Mais à l'époque, il y avait 2 championnats, tellement il y avait de voitures, il y avait le B et le A. Il y avait, je pense, C'était pro 60 amateur voitures. ou- Non, en fait, si t'étais pas dans les plus rapides, tu passais en B. Toi, tu étais dans lequel? J'étais dans le A. Ça m'étonne pas. J'étais champion de France de Formule Ford, donc j'étais... Oui. Ma première course de voiture, je fais la pole à ma première course. Attendez, on va en parler tout à l'heure les gars, parce que il fait beaucoup de choses dès la première course. C'est vrai. Il n'y a pas eu que ça, mais c'est vrai que on dit toujours aux innocents les mains pleines, mais en tout cas, j'ai toujours eu de la chance parce qu'en arrivant, pareil, quand je vais en Allemagne, c'est le plus haut niveau qu'on connaisse. Première séance d'essai en STW, je suis pilote Opel d'usine. STW, c'est Super Touring Wagen. Wagen. Donc, c'est les voitures à traction avant. Mais bon, c'était pour moi le plus haut niveau. Première séance d'essai à Hockenheim, je fais le meilleur temps.
Devant les Allemands? devant les Allemands. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Là, après, on a fait, avec mon pote Aiello, mon copain de toujours, on a quand même couru longtemps en Allemagne et Laurent, il était champion de DTM aussi. Hein. Bon, du coup, alors, est-ce que la rétrospective, on en est où? Formule Ford? Formule Ford, après Formule 3, 2 années. Formule 3000, une année avec un procès de 10 ans, puisque mon écurie a disparu avec ma voiture. Donc ça, c'est la première fois où j'ai rangé mes affaires en me disant, ça y est. C'est là que tu as compris ce que c'était que le sport automobile et ses travers. Oui. Donc là, première fois, je range tout et je me dis, ma carrière s'arrête là. Puis non, finalement, c'est reparti. Et j'ai atterri chez Peugeot en Speeder. Speeder, c'était les petites 905, mais qui n'avaient rien à voir. C'était un moteur de Peugeot 405 MI16, C'était un prototype. prototype. Ah oui. Il y avait une quarantaine de voitures qui couraient tous les week-ends. Il y avait un championnat de France et un championnat d'Europe. Moi, j'ai été champion de France la première année, champion d'Europe la deuxième. Et grâce à ça, Jean Todt m'a remarqué avec Bouchu à l'époque. Jean Todt, Jean Todt, le patron de Peugeot à l'époque et de Ferrari après. le fameux Jean Todt, qui est Oui, Jean Todt. ancien président de la FIA aussi. Aussi. C'était ton Ça a boss? été mon patron, ouais. Ah ouais. Ouais, chez Peugeot, quand on gagne le Mans, c'était lui le grand patron. Waouh. Et le soir de la victoire de 93, Jean est parti chez Ferrari. Jean avait proposé à Peugeot une écurie de Formule 1. Et Peugeot a refusé. Donc il est parti chez Ferrari. D'accord. Donc, ensuite, après Le Mans, donc avec Donc, le après, je gagne proto, le Mans avec Peugeot, avec Peugeot. grâce au Speeder. Et ensuite, 11 fois le Mans. Alors, quelques voitures, parmi les plus belles, Toyota GT1. Ah ouais. C'est Euh, celle qu'on trouve dans Gran Turismo. Gran Turismo, c'était la plus rapide. Ah ouais, c'était incroyable ça. McLaren GT1. Ah ouais. Bugatti V110, V110. B110. S. Ouais. Puis après, pas mal d'années chez Pescarolo. Courage aussi, avec Ouais. Andretti et Velec, où on termine deuxième dans le même tour que les premiers. Donc on était à 2 minutes et demie de l'arrivée. J'en ai oublié, mais si, la Viper. Alors c'est la pire voiture pour moi, mais c'était quand même une voiture mythique. Je l'ai détestée, mais bon, Pourquoi? j'étais associé avec Gash. Et Philippe, il aimait bien un réglage, et moi j'aimais le réglage opposé. Et c'est pour ça que t'as pas aimé cette voiture ou c'est la voiture en elle-même? Ouais, tout. Et puis j'aimais pas rouler chez Oreca, mais j'adore Oreca. Théorique. J'adore de Sonac, hein, mais à cette époque-là, on n'avait pas de budget. Et moi, j'avais toujours eu de la chance. J'avais été dans des belles équipes, tu vois, j'avais fait McLaren, j'avais fait Toyota. Et de me retrouver avec des tout petits budgets. Ça faisait artisan? Ouais, ça faisait un peu artisan. Ah d'accord. Moi, Ok. j'aime bien aller aux 3 étoiles, bien manger, avoir des beaux camions, des belles voitures, toi. Non, on n'avait pas tout ça. Et donc du coup, après cette période un peu Le Mans, où tu as fait donc 11 fois de suite, 11 années consécutives. Non, je crois que j'ai arrêté une année. Une année, ouais. Parce qu'en même temps que Le Mans, je roulais aussi quand même en DTM, en STW. Ah je faisais aussi l'Andros. les championnats. Eh ben Il y a oui. des moments où je faisais 3 championnats en même temps. Je faisais le STW, l'Andros et Le Mans. Oui, il est partout. Et j'étais partout sauf chez moi quand même. Ouais. Et la vie personnelle à côté de ça. Sans empathie forcément, mais bon, ça sera à refaire, je ferai pareil. La voiture ou les voitures qui t'ont le plus marqué finalement dans toute cette carrière. C'est la Peugeot 905 parce qu'elle est mythique, parce qu'elle a, pour moi, un des plus beaux bruits de l'histoire du sport automobile. Le V10 Peugeot, il était extraordinaire. Même quand on le rallume aujourd'hui, elle est poil, quoi. Le truc, il prenait 13 700 tours en qualif. Comme quoi, il n'y a pas que Ferrari qui sait faire des bons, Non, V10. Et Non, c'est non. avec la 905 que tu as gagné la première fois au Mans? Oui. Ouais. En fait, cette 905, Jean Todt me l'a fait essayer une course avant la fin du programme du championnat du monde. C'est-à-dire qu'on a fait avec Bouchu et puis qu'avec Bouchu à l'époque on était deux. On a fait cette dernière course à Magny-Cours. Et encore une fois, on parlait des premières fois. Première fois où je fais une qualif avec cette voiture, je fais première ligne avec. Un seul train de qualif, je monte dedans. Et Magny-Cours avec la 905, c'était quand même chaud. Premier gauche, j'étais à fond. Le deuxième, tu levais juste un peu, tu réaccélères à fond. Et j'ai perdu, là où je perds la pole, c'est à la fin du virage. C'était en 5e, donc tu es à 280. J'avais pas encore le coup nécessaire. Et en fait, j'ai le coup qui est posé là, et je vois plus le virage. Je suis obligé de lever le pied, de remettre la tête et de réaccélérer. Et je perds quelques dixièmes de seconde, et c'est pour ça que je perds la pole. La 905 de qualif, c'était une autre voiture que celle de la course. À l'époque, tu avais moteur de qualif, frein de qualif, pilote de qualif, embrayage de qualif. C'était une voiture Voiture faite que pour cette faite course-là. pour les qualifs. Et d'ailleurs, la pole, elle était 3e ligne de la F1. C'était pas un truc qui roulait doucement quand même. Ouais, donc après cet épisode-là, le côté là, c'était vraiment professionnel en fait. Hein, tu étais vraiment un pilote pro Ah dans, oui, ce, oui. dans ce moment, et je pense que tu as continué après le DTM, tu as pu faire d'autres. On a parlé des 1000 km du Nürburgring.
les 24 heures de Spa. Est-ce que Ah, ça... j'ai gagné le Spa aussi. Voilà, les... Chamonix. Chamonix aussi. sur glace. Ouais. Et tout ça, c'était en même temps que les 11 fois au Mans, en fait. Parce que j'étais chez Opel d'abord. Ouais, t'as fait beaucoup de temps chez Opel. Beaucoup on de a temps vu. chez Opel, Ouais. c'était génial. Parce que c'était un constructeur qui faisait le Super Tourisme et le Trophée Andros. T'étais sur quoi chez Opel comme voiture là? Alors, j'étais chez Snowbeck avec Cudini et Lafitte. Et on était sur des Opel C'est Calibra? Non. Vectra. Et on a fait l'Andros pendant 3-4 ans. On a eu des Tigras. Non, avant, c'était les Astra et après les Tigras. Ok. Alors, avec quel pilote connu tu as couru en compétition et lequel reste dans tes meilleurs souvenirs? Alors, le plus connu, Le meilleur. c'est Mario Andretti. Ok. Mario, avec qui je me suis super bien entendu. Il m'avait dit à l'époque, toi, t'es super bon, faut que tu viennes chez nous, tu vas faire une carrière extraordinaire. Et donc, il m'a invité à Laguna Seca. J'étais habillé en Andretti Racing, j'avais son avocat, son team manager et lui. Et on a été démarcher des équipes d'IndyCar à l'époque. Et il fallait que je trouve un budget que j'ai pas trouvé. Et sinon, j'aurais pu aller là-bas. Ah ouais. D'ailleurs, on parle de budget. C'était quoi, sans indiscrétion? C'était $1 million. $1 million. Ce qui est Ah ouais. rien aujourd'hui, mais quand Oui. même, quand Ouais, parce qu'on parle Toi. de quelle année? 96-97. Incroyable. Et donc, pour toi, c'est le meilleur pilote de tous les temps? Alors, c'est le plus connu, tu m'as demandé connu. Après, il y a eu Seb Loeb. Ouais. Évidemment. Loeb, T'as pareil. fait les 24 heures du Mans avec Samy ou pas du tout? Oui. Tiens. On termine deuxième. Et on aurait dû gagner, franchement, il y a une année, on était en tête, et puis il y a le troisième qui fait le con, sinon on gagne. Le troisième, c'est qui? Ah, c'était Soleil, il y a Harry. Ah, il y a ton meilleur pote. Et c'est Il a mon pote, merdé, mais J'espère qu'il regardera pas la vidéo. c'est mon pote. Il l'a mais encore amer. Il a fait le con au Mans parce que vraiment, on tournait 3 secondes plus vite que les Audi, sauf que Soleil, il sort 3 fois en 24 heures. Il nous plombe la course, et puis surtout, il plombe Pescarolo. Pescarolo, il rêvait de gagner le Mans avec son équipe. Et ouais, puis faire gagner Loeb au Mans, ça aurait été aussi quelque chose de sympa. Ah ben, ça aurait été totalement incroyable. Et je pense qu'il attendait que ça, finalement, aussi, Sébastien. Ouais, alors il l'attendait pas vraiment parce qu'il était déjà 7 fois champion du monde de rallye, Ouais, donc si vous voulez, c'était mais un d'avoir peu ça. la cerise sur le gâteau parce Exactement. Ouais, c'est ça. que il est arrivé, pas de pression, rien du tout. Il a super bien roulé, évidemment. Eric, gagner les 24 heures du Mans, c'est un rêve pour beaucoup de pilotes. Toi, tu as eu la chance, pas la chance, tu as réussi à avoir Les cette capacités. victoire à ta première participation en 93. Est-ce que tu peux nous décrire ce moment? Je veux tout savoir sur ce fameux dimanche de juin 93. Tu sauras pas tout parce que c'est trop à expliquer. On fera une autre vidéo. Parce que le Mans, tu le prépares. Avec Peugeot, on a fait 7 fois 24 heures en essai libre. C'est-à-dire que des fois, on faisait plus, on faisait 30 heures. On restait 2-3 jours au Castellet, donc on a programmé ça sur un an. Ensuite, tu arrives au Mans une semaine à l'avance. Et puis la course part, on était bien placé. Je fais le meilleur temps du warm-up, donc on savait qu'on était bien, toi, donc voilà. Et puis, il y a quand même les vieux grigous là, qui roulaient vite, les deux autres Peugeot. Il y avait Irvine dans la Toyota, donc si tu veux, ça roulait vraiment Pilote fort. de F1, ancien. Pilote de F1. Et à 20h, je vais pour prendre mon relais, on était 2e ou 3e, et Jean Todt vient me voir, il me dit, écoute Eric, c'est le 20h, il faut pas que la Toyota elle passe. Il faut que tu restes devant les Toyota. Et je me retrouve avec Irvine dans mon cul pendant 2 heures, et j'ai fait 2 heures, et il n'est pas passé. Devant, aucun problème. La 905 mène le bal devant la Toyota. Peugeot Toyota, c'est le duel de cette édition 1993. Ouais, c'est des trucs comme ça qui t'arrivent, des petites... Est-ce que des tu avais la piques. goutte ou pas? Ah ouais, bah, clairement, parce que il faut rouler vite, mais il faut pas non plus faire d'erreur, parce que Toyota, c'est une voiture un peu lièvre. Et nous, on n'était pas la voiture lièvre, on était là pour vraiment terminer. La Donc, tendance s'est inversée, en fait. la tendance, c'est inversée. Parce que c'est plus souvent quand tu colles au cul et que tu veux passer plutôt que quand t'es devant et que tu veux pas te faire passer, le coup, tu vois. Ah, quand t'es devant, t'as plus de pression parce Ah qu'en ouais. fait, quand La t'es moindre derrière, erreur. t'es le chasseur. Ouais. C'est plus facile. Devant, moi, si tu veux, je transpirais parce que malgré tout, faut pas faire d'erreur, faut pas prendre trop les bordures, faut pas faire de place sur les pneus. Ah, tu débrayais ou pas? Oui. D'accord. Ah oui. Ah, Ouais. c'est pas comme les voitures de maintenant, Ah là, bah non, où, Ça claque, ça claque. PlayStation. Ah non, à l'époque, facile. l'antipatinage, c'était ton pied droit, l'ABS, c'était ton pied droit aussi. Retournons avec les leaders de cette édition à 1993 des 24 heures. Eric Hélary, Christophe Bouchu et Geoff Brabham. Et à H-1 heure, H-2, Jean réunit tout le monde et dit voilà, on fiche des positions. Nous, on était en tête. En fait, il y avait les 3 Peugeot en tête, puisque les Toyota avaient finalement cassé. Et ça a été dur à accepter pour tous les autres pilotes, parce que Jabouille, Alliot, Baldi, Warwick, ils étaient là depuis le début. C'est eux qui avaient
développé la 905, c'est eux qui avaient travaillé énormément. Et de voir les petits cons en tête, si tu veux, L'équipe B. l'équipe B, ouais, ils étaient un peu... Mais bon, nous, on n'a pas eu de problème sur notre voiture et on n'a pas fait d'erreur non plus parce qu'eux, en ont fait. Ils ont fait des petites sorties de route, des petites machins, ils ont cassé des échappements sur les bordures. Nous, on a fait notre truc, comme nous avait dit Jean Todt et de Quentin d'ailleurs. Et du côté de Peugeot, eh bien aucun problème. Les 3 Peugeot 905 sont toujours en course. Sous l'œil de Jean Todt. Jean Todt qui est en passe de réaliser une nouvelle fois son pari, amener Peugeot au plus haut. Et on se retrouve en tête, ils fichent les positions et là, il reste 2 heures et tu pries pendant ces 2 heures pour qu'il se passe rien parce que tu À roules quoi vite tu quand même, penses, toi, personnellement? Ah bah moi je me rappelle d'un truc, c'est que j'étais dans la voiture, 1 heure avant l'arrivée, j'arrive dans les Porsche, il y a un virage à droite qui passe très rapidement, j'arrive, je braque et là ça tourne pas. Ah ouais. T'es en tête, tu sors, c'est le roi des idiots. Hein. Et en fait il y a un mec qui devait lui perdre de l'huile, et la voiture, j'ai fait tout l'extérieur du virage, elle a raccroché au dernier moment, et tu vois ça t'arrive ça. Ta carrière est terminée, tout le monde dit le mec il a craqué sous la pression, etc. J'ai rien fait. Quoi. C'est qu'en fait, sa première participation au Mans, il est complètement dans un goulag de chez Peugeot. On dit tu vas gagner avec un Jean Todt qui doit être tellement. Ah ouais. Je pense qu'il devait être compliqué au travail parce que Ça, c'est il est super compliqué, genre ouais. Et tu as réussi à être là et être en tête pendant 22 heures, entre guillemets. Ouais. Tu peux sortir de la route et tout À tous c'est cool. tout s'écroule. Et si tu restes, eh ben c'est ce qui s'est passé et on te félicite. Puisque Peugeot eh bien, s'en va signer un triplé dans la Sarthe. Avec la victoire pour cet homme, Eric Hellary. Et Peugeot, grand vainqueur donc de cette édition 1993 des 24 heures du Mans. C'était soit tu la perds, soit tu la gagnes. C'est toi qui passes la ligne d'arrivée ou c'est... Non, c'est Brabham, c'est Geoff Ok. Brabham, l'Australien. Ok. Parce qu'encore une fois, Peugeot voulait plutôt promouvoir la marque française Peugeot qu'un pilote français. En plus, entre moi et Mouchu, qui aurait passé la ligne d'arrivée, je pense qu'on se serait battu avant pour décider. Là, on se rend pas compte que ça peut être un peu... Enfin, je dis pas que c'était la guerre hein, dans l'écurie, mais qu'entre pilotes, ça peut être... C'est la guerre. Regarde, Ouais. dans F1, le pire cauchemar pour toi, c'est ton coéquipier. Et par exemple, là, le dernier relais, bon là, il voulait que ce soit Brabham, mais comment ça se joue? C'est chacun à sa place et toi, tu passes le premier, ensuite il y a Brabham, ensuite il y a... Oui. Après, ça peut moduler parce qu'il y a certains pilotes qui voient moins bien la nuit. Ok. Donc, Ouais. ils refusent de rouler la nuit. Quand j'ai roulé chez McLaren, il y en a un qui est venu nous voir à la tombée du soir. Il nous a dit, moi, je roule pas cette nuit. Hein. Super. Donc, on s'est tapé toute la nuit à 2. Tu as couru dans diverses disciplines, du DTM au trophée Andros. Quelles ont été les principales différences et qu'as-tu appris de ces expériences? Ce qui a été dur, tu as parlé du DTM. Le DTM, j'ai pas forcément brillé pour 2 raisons. La première, c'est que j'étais en plein divorce. Et quand t'es pas bien, eh ben, t'es pas performant. J'avais plein d'ennuis. J'avais mes 2 enfants que je voyais plus. J'avais mon ex-femme qui me faisait la guerre. Et quand tu arrives sur les essais et sur les courses, t'es pas bien et ça marche pas. La deuxième chose, c'est parce que c'était une écurie 100% allemande. J'ai signé mon contrat chez Opel en Allemagne et ils m'ont dit tu dois parler allemand, tu dois habiter en Allemagne et tu dois manger allemand. Donc comme je divorçais, je suis parti habiter à Augsbourg, j'ai loué une baraque là-bas. Mais bon, c'est pas une vie géniale hein, quand même. Hein. Est-ce que tu désires qu'on fasse la fin de l'interview en allemand du coup? Alors je parlais allemand, ils m'ont fait parler allemand, j'ai fait des salons où je parlais allemand D'accord. et j'ai pris des cours d'allemand, mais j'ai beaucoup perdu. Schweizerdeutsch ist die schönste. Schweizerdeutsch ist die schönste Sprache auf der Welt. Quels ont été les moments les plus difficiles finalement dans ta carrière de professionnel? C'était ça, c'était le DTM, tout mêlé là, pas de résultats, que des ennuis, alors que ça aurait dû être les plus belles années. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais, alors attends, 35 ans. Et comment tu t'es relevé de ces échecs en DTM Je me fais virer du DTM, clairement, et ils ont eu raison, parce qu'effectivement, j'avais pas les résultats escomptés. Et là, j'appelle Jean-Pierre Nicolas, qui m'avait fait monter dans la 905 avec Jean Todt. C'est l'ancien patron de chez Peugeot Sport. Je lui dis, Jean-Pierre, j'ai pas de volant. Ben, il me dit, écoute, dans 15 jours, il y a la première course de Silhouette à Le Denon. T'as une voiture là-bas. Et j'ai recommencé à zéro, puisque j'étais même pas payé ni Donc rien. là, c'était championnat de France Super tourisme. Super Tourisme. Donc là, j'ai recommencé à zéro, tu vois, zéro, même pas pilote d'usine, pilote de rien du tout. Je payais mes frais de déplacement, j'étais pas payé tout, j'ai fait mi-championnat. Et là, je leur dis, bah maintenant, il va falloir me payer quand même.
Et donc je suis reparti et ils m'ont repayé et c'est reparti pour des années. Comment est-ce que tu vois l'évolution du sport automobile aujourd'hui, surtout avec l'arrivée des nouvelles technologies comme les voitures électriques? C'est de la merde. Caca, on n'en veut pas. Mais c'est de la Je merde. l'ai pas dit, mais je le pense. Je déteste la formule électrique, je la regarde pas, ça m'intéresse pas. Oh, Didier qui était à cette place, il est open et il roule tous les jours avec une voiture électrique. Il vend des voitures électriques, il va pas te dire le contraire. Ouais, hein, c'est forcément. vrai. C'est très bien pour faire des déplacements urbains, évidemment. Après, faire des courses de voiture avec ça. Moi, j'ai essayé une formule électrique sur le simulateur chez Citroën, j'ai fait 4 virages. Je suis descendu et je leur ai dit que c'était de la merde. Non, mais je suis réfractaire à tout ce qui est électrique en course. N'insiste pas, c'est nul, on t'a dit. En course, je vois pas l'intérêt. Déjà, tu roules vite 3 tours, t'as plus de batterie, donc tu t'arrêtes. Et puis, ça fait pas de bruit. Et puis, je sais pas, moi. Il n'y a pas d'âme. Mais non, mais encore une fois, je suis un vieux, donc moi, mes trucs, c'était quoi? C'était les V10, c'était les V12. C'était des trucs qui faisaient des flashs. Faut que ça hurle, que ça pue. Au tuning, on t'a dit. Ben ouais, et oui. Je vais passer à la question suivante en fait. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui aspire à devenir un pilote professionnel? Alors, déjà, d'être très motivé. Très, très, très motivé parce que à mon époque, il y avait quand même des moyens de s'en sortir sans être riche. Il y avait des écoles de pilotage. Tu as connu cette période du coup. Je l'ai connu. Moi, j'ai fait une école de pilotage. À l'époque, c'était 1500 €. 10 000 francs, c'était un effort, mais tu payais 10 000 francs et si tu gagnais, tu avais une saison complète de payer. Aujourd'hui, il faut avoir de l'argent. Déjà. Ouais, déjà, une saison de karting, ça coûte une fortune. Ouais. Combien ça coûte? Tu as une idée à peu près? Et j'ai entendu parler de plusieurs centaines de milliers d'euros au niveau international. C'est fou. On parle d'un karting? C'est juste le karting. Ouais, on parle d'un karting. Là. Ouais, mais en fait, maintenant, ils se déplacent en Skymark pour les kartings. Ouais. Ils ont des immenses tentes, ils ont un ingénieur, un mécanicien. Ils changent 10 fois de châssis, 10 fois de moteur. Bon. Là, ça va vite. Donc il faut être motivé. Hyper motivé, il faut aller chercher des sous. Ou Ouais. le mieux, c'est d'en avoir. Mais bon, si t'en as pas, il faut aller en chercher. Et après, il faut réussir à intégrer. Il y a Red Bull. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelles erreurs il faut pas faire, surtout pour toi? Il faut de la chance parce qu'il faut déjà avoir la bonne voiture ou le bon karting. Parce qu'on sait tous que si t'as pas la bonne voiture, tu regardes en F1 aujourd'hui, t'as les 2 Red Bull, même s'il y en a un qui est nul, mais enfin bon, en général, t'as 2 Red Bull, 2 Ferrari, 2 Mercedes, 2. Même les meilleurs pilotes du monde sont obligés d'avoir la meilleure voiture. Eric, est-ce que tu peux partager avec nous une anecdote particulièrement mémorable ou juste amusante de ta carrière? Alors, une très rigolote. En plus, c'était pendant le Mans 93. À un moment, Geoff Brabham fait un plat sur un pneu. Donc il rentre, mais un peu plus tôt que prévu. Et il hurle à la radio, tire, tire. En plus, on avait entendu fire. On croyait que la voiture était en feu. Nickel. Donc il crie tire, tire. Il rentre au stand. Et là, moi, je devais remonter dans la voiture 3 tours plus tard. Donc j'étais prêt, mais bon, j'avais pas mon casque, etc. Et les ingénieurs me font signe. Je prends mon casque, je m'attache, hop, 3 secondes après, je suis dans la bagnole. Et là, je dis, mais j'ai pas été aux toilettes avant. Oh putain. Tu vois? Et je me retrouve avec le niveau là. Et tu t'arrêtes pas. Au moment où quoi qu'il se passe, tu t'arrêtes pas. Tu as pissé dans la combi. Donc j'ai pissé dans la combi à 350 à l'heure. Et là, c'était le plus beau jour de ma vie. Parce À quel que moment dans le circuit? Ça va tout dans savoir. les naudières, Ah ouais. Ah ouais. T'es tranquille, t'as les mains qui sont Mais- pas trop sollicitées. t'es à 400 à l'heure, donc t'es pas forcément tranquille. Mais Ce gars a fait pipi à 400 km/h Voilà. dans les dunes de alors, bière. Totalement juste fou. pour expliquer, quand tu fais pipi au Mans, c'est de l'eau. Hein, parce que tu bois tellement et tu transpires tellement que c'est de la flotte. Et la moins drôle? La moins drôle, c'est la moins drôle. C'était encore une fois en DTM. Ah, c'est pas un bon souvenir, cet Non, ATM. super mauvais des souvenirs. Un appel sur la prairie de mon ex-femme, on pleure, etc. Les enfants, machin, tout ça. Toi, tu vas mettre ton casque et T'es prêt à partir et Ouais, le truc qui vient encore et- plus de... Comme quoi, ce qui est fou quand même, quand on regarde les courses de Formule 1, on voit des pilotes qui, on dirait des robots, Ouais. tellement qu'ils sont... ouais, mais quand tu creuses un peu, tu vois que Hamilton, il y a un moment, il a eu un creux et il était avec une mannequin là et c'est parti en coquille et à ce moment-là, il était pas bien. Je vais passer sur toute autre chose, Eric. Je sais que le virus du sport auto s'est transmis à tes enfants, Loïc et Chloé. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Chloé a fait une carrière de tennis pas pro, mais elle jouait très très bien. Ok. Et puis mon fils, il a voulu arrêter. Je lui ai fait faire un peu de voiture chez Peugeot Sport. Il a voulu arrêter parce qu'il est mécanicien avion et ça lui prend beaucoup de temps. Et là, il y a pas longtemps, il y a un mois, ils m'ont dit papa, on veut courir. Tous les deux. Hein. Donc moi, j'étais à l'époque auto avec Laurent Aiello et je tombe sur la Twin Cup. Je leur dis, est-ce que ça vous tenterait? Et là, ils sont comme des fous.
Et donc, ils ont fait un dossier de sponsoring, ils s'en occupent toute la journée, ils cherchent des petits sous. Et d'ailleurs, tu peux faire un appel à Un nos appel aux abonnés. dons, ah oui, aidez-nous, parce Ouais. que en plus, on a TF1 qui va faire un reportage sur nous, donc Incroyable. voilà, un truc génial. Ouais, mais en plus, bon, pour revenir un peu sur la Thune Cup, c'est une des catégories les moins chères, les plus Moins chères. C'est des petits budgets, donc les sponsoring, il ne va pas vous cracher dessus si vous ne donnez que 500 €. Le quoi. ticket d'entrée est vraiment faible. En fait, un budget à l'année, c'est en voiture, c'est entre 10 et 15 000 euros. Ouais, c'est tout pas cher compris. du tout. Si tu devais choisir une seule voiture pour tous les jours, tu choisirais laquelle? Et pour rouler sur la route, Ouais. eh ben, je choisirais la mienne. J'ai eu une Audi A6 V6 biturbo et franchement, c'est top. TDI? La 313 chevaux. Ah, dans la non, minière. Il Non, a non, un non, problème attends. avec les... non, Oh, non, Mike. parce que celle-ci, elle fait le bruit de V8. Ah, mais Vraiment. t'avais l'option sound system du... Ah, ok, bon. Et surtout, ça pulse. C'est une break. Donc, je fais aussi des assistances sur les rallyes avec. Des fois, j'ai les roues de secours, les caisses à outils, les trucs, les machins. Et tous les mecs avec leur fourgon, là, je vais plus vite qu'eux, vraiment. Et tu peux ramener la cocaïne d'Espagne aussi, Mais avec... imagine, t'as le mec, il voit qui? Il voit une Audi A6 banale, et t'as Eric et Larry au milieu, t'es là, tu dis, bah, il est fin, ouais, non mais attends. Et maintenant, on passe au FAQ des abonnés. On a demandé à nos abonnés de nous envoyer leurs questions pour toi, Eric. On a sélectionné les meilleures pour cette partie de l'émission. Allons voir ensemble quelles questions ils ont pour toi. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, première question, Eric, de Léo.dln qui demande de quoi avons-nous besoin pour participer aux 24 heures du Mans? Un palmarès ou une qualification précise? Ça change selon les années. Il y a des années où l'ACO n'a pas beaucoup de voitures, donc ils acceptent un peu tout le monde. Il y a des années où il y a beaucoup de gentleman drivers, et là, les années qui viennent, il n'y en aura plus du tout. Parce que là, ils sont obligés de refuser des hypercars. Je sais pas si t'imagines. Ah ouais, c'est le Tellement top il y a de niveau. demandes. Ah ouais. Les gentlemen sont plus les bienvenus. Par contre, si dans quelques années, ça se casse un peu la figure, Ils repiochent dans les gentlemen. ils leur demandent quand même un mini palmarès, mais surtout d'avoir fait le LMS. C'est les courses d'endurance en amont Avant du... le Mans. D'accord. Et ça permet d'être sélectionné ou tous ces pilotes-là de LMS ont le droit de rouler? Tous les pilotes ont le droit de rouler, à condition évidemment de payer leur code part, qui est énorme. Hein. Pour le Mans, c'est en gros 200 000 € quand même. Alors ça tombe bien parce que j'ai un copain, Valentin Asclo, qui roule sur Aston Martin, qui commence dès en 2024 une saison de LMS. Et on lui souhaite bon courage, on espère peut-être le voir ici, un de ces quatre. Il y a aussi une autre condition, il faut être passé au simulateur Ah et oui, être validé par l'ACO. on a une question de Hugo d'Amour. Comment vit-on une course d'endurance au niveau du stress, du pilotage, de la fatigue, etc. Alors ça dépend un peu de la voiture dans laquelle tu es. En gros, si tu es en tête, t'es pas fatigué, tout se passe bien, c'est génial, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, c'est le top. Après, quand tu es derrière, que ta voiture elle est tombée déjà 4 fois en panne, que t'en as marre, que tu veux qu'elle pète, là c'est juste l'enfer. On a envie de la brûler. T'as envie de la brûler. Et là, je repense tout de suite à la Viper. La Viper, on devait être dernier à retour de l'avant-dernier après 4 heures de course. Et là, tu te dis, il faut vraiment qu'elle casse parce que j'en ai marre, sauf qu'elle casse pas la voiture. Solide ces Américaines. Il me plaît. Tu tournes en panne, sauf qu'il faut terminer et on a terminé. Mais quelle horreur. Ah ouais. Parce que là, t'es vraiment fatigué. Là, t'en as vraiment marre. Ah oui. Quand il pleut, ça glisse. Quand il fait chaud, il fait trop chaud. Enfin, il n'y a rien qui va. Et c'est l'ascenseur émotionnel, le sport auto. Ah oui, oui. Voilà. Le Mans, surtout. Et Fabien Weiss qui pose donc cette fameuse question du sommeil. Est-ce qu'il est difficile à trouver et les relais durent combien de temps? Ça dépend des pilotes. Moi, j'ai toujours eu de la chance parce que j'ai fait toujours des très longs relais de nuit. Ils aimaient bien que je conduise de nuit. Donc, Ouais. ils pouvaient rester jusqu'à 3h, 3h30, ce qui est long. Hein. Moralement, psychologiquement, c'est vraiment très long. Et après, pour dormir, il y en a qui dorment, il y en a qui dorment pas. Moi, je sors de la voiture, je dors 2 minutes après. Et il y en a qui n'arrivent pas à trouver le sommeil. Déjà, le problème qu'on a au Mans, c'est que tu es juste derrière les stands et en fait, tu as un bruit terrible. Donc, tu es obligé de t'endormir avec des voitures de course qui passent là. Dernière question de Elinou. Allez-vous revenir au Grand Prix historique au Castellet en 2024? Apparemment, elle vous connaît. Hein. Ben oui, j'ai eu la chance l'an dernier de faire ma première course de F1 Bravo. En historique. en historique. Et je termine 3e en partant dernier. Parce qu'en fait, la première course, j'ai un problème de boîte de vitesse, donc je prends le départ et j'ai pas de 3e, donc je rentre au stand. Ce qui fait que le lendemain, je pars dernier et je remonte 3. Et j'ai doublé à Yari, etc. Et je me suis régalé. Ah oui. Et donc, l'idée, c'était de faire Monaco. Mais bon, je pense que je vais pas le faire parce que Monaco, c'est compliqué dans la mesure où tu peux détruire une voiture. Et trouver un assureur, c'est pas simple. Tu sors du tunnel à 300 et ils sont tous encastrés là. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Ouais.
Et t'aurais pas peur, toi, personnellement? Ah non, ça, j'ai jamais eu peur. Ça. Jamais. Non. On a fini cette partie. Ouais. Franchement, c'est top. Tu nous as raconté trop de trucs super sympas. Si Eric. vous avez une autre émission, je reviendrai. Bon, Eric, on est devant ta Super 5 GT Turbo, Elle est magnifique. qui est quasi neuve. Hein. Elle est pas mal. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons tu as amené ce véhicule? Et une question que tous les abonnés vont se poser, quel est le prix de cette voiture aujourd'hui? Parce qu'elle paraît ancienne, mais je pense qu'elle tient une certaine cote, non? Elle a une certaine cote parce que c'est une deuxième main. C'est une voiture de octobre 86, Première phase, donc Super 5 phase GT 1, phase 1. et on a été 2 propriétaires. 45 000 km certifiés. Il y a juste la peinture qui, effectivement, mériterait d'être un peu... Je trouve que la peinture, Mais elle est bon, quand elle même a bien. sa patine, quoi. Après, elle est entièrement d'origine. Tout est d'origine, elle n'a jamais été modifiée, jamais trafiquée. Tout marche parfaitement. Et son prix, Ouais, trouver une Super 5 à 45 000 km, il n'y en a pas. Si vraiment quelqu'un veut une voiture neuve, ou en tout cas dans un état proche du neuf, et là, si je veux te la racheter, tu me dirais quoi? bah, je te dirais qu'elle n'est pas à vendre. Et après, un prix, je pense que ça peut valoir jusqu'à 30-35. Autant qu'une 205 GTI, finalement. Une 205 GTI, c'était les deux concurrentes à l'époque. Hein. est-ce que tu peux nous dire un peu les aspects techniques de la voiture? Combien de le poids, la puissance? La puissance 110 chevaux ou 115 chevaux. Ouais. Je crois que c'était 115 à l'époque annoncé. Ok. Est-ce qu'il y était ou pas, j'en sais rien. Ouais. En tout cas, ça marche bien. Parce que si tu veux, même si c'est pas très puissant, ça accélère, il y a un turbo qui pousse, ça siffle, enfin, c'est une voiture vivante. 850 kg, je crois. 850 kg, bah Ouais. voilà, c'est pour ça. Et d'ailleurs, la différence, comme on disait tout à l'heure en off, la différence avec, techniquement parlant, entre une phase 1 et une phase 2, c'est le turbo aussi, notamment, qui n'était pas refroidi à eau avec, Oui. sur la phase 2. Et ils avaient aussi un peu modifié le train avant, je crois, parce que c'est vrai que là, elle flotte un peu. Ouais. Et en fait, j'ai racheté ça parce que j'avais la même quand j'avais 20 ans. Rouge, phase 1, j'en ai eu deux. J'ai eu une rouge et après j'ai eu une blanche. Ok. D'accord. C'était ma première vraie belle voiture. Du coup, il y a une histoire pour toi qui se cache derrière cette Super 5 GT Turbo, pas forcément sur Ouais. celle-ci. Sur la première, oui, je l'ai détruite Écoutez bien, les gars. avec un copilote célèbre qui s'appelle Franck Lagorce. En fait, on a eu un problème de frein et on est rentré 2 phases dans un vérin de je sais pas ce que c'était, un camion. Et en fait, on a rentré le vérin jusque là à peu près. Ah, Et donc, le la moteur était sur les genoux. pratiquement, ouais, c'était pas très rigolo. Les voitures d'aujourd'hui sont beaucoup plus lourdes, mais aussi beaucoup plus solides qu'à l'époque. Eh ouais. Justement, on parlait d'accident. Cette voiture était vue comme un cercueil roulant pour les jeunes à l'époque quand elle est sortie. Eh oui, Et c'est vrai t'en qu'il y as a fait eu les beaucoup frais. d'accidents. Eh oui. Il y a eu beaucoup d'accidents, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont effectivement tués. Parce que c'est vrai aussi qu'à l'époque, on roulait bien plus vite qu'aujourd'hui. Puis il n'y avait pas d'airbag. Petite maman, elle avait la même quand elle avait 24 ou 25 ans. Elle a fait 5 ou 6 tout droit avec. Il n'y avait pas l'ABS, il n'y avait C'était pas à fond, l'antipatinage. Il n'a jamais eu mal, j'espère. Non, tout va bien. Mais c'est vrai quoi, pas de direction assistée, pas de frein, enfin, les freins, mais... Et vous avez vu les jantes quand même? Et la taille des pneus? Enfin, je veux dire, on trouve ça maintenant sur une remorque achetée. Et moi, ce qui est incroyable, c'est cet intérieur. Trouver une Super 5 avec des tissus encore presque neufs, parce qu'on sait que ça, tu t'assois 3 fois de travers, t'arraches la mousse et le tissu, et elle est dans un état. Tu en prends magnifique. soin. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 5-6 ans. Et j'ai pratiquement pas roulé avec. Ça se mérite. Ah oui. Ouais. Il y a des choses qui te plaisent particulièrement là-dedans, dans cet habitacle sommaire? J'adore la boîte, j'adore le levier de vitesse. En fait, quand je monte dedans, ça me rappelle ma jeunesse, tout simplement. Vraiment, j'ai La passé... nostalgie. La nostalgie, oui. Et puis, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'assistance, c'était un peu plastoc et tout. Les plastocs mais ABS, bon, ils ont bien évolué. en tout quand cas. tu avais ça à 20 ans, tu étais le king de la route quand même. Ah, c'est vrai, ouais. Aujourd'hui, ils ont des Tesla, c'est moins drôle. Après, c'est vrai qu'elle a très bien vieilli, même les plastiques, bon, t'as dit qu'elle a été repeinte. Oui. C'est la seule modification, la seule amélioration finalement qu'elle a eue depuis. Elles ont passé, 85, tu te rends compte? Ça valait combien ça à l'époque hein, Je crois que ça valait 80 000 francs, 78 000, je crois, j'ai vu Ah ça. oui Ouais. Alors aujourd'hui, ça vaut quoi en euros? Qui fait la conversion? Oh, je suis une vraie. Eh ben, merci Eric d'avoir présenté cette voiture. Et j'espère que tu arriveras à bon port ce soir Mais chez oui. toi. Qu'elle tombera pas en panne. Hein, comme... C'est une Renault quand même, fais attention. J'appelle. Ouais, pas de souci, on est là. Éteins le téléphone. Merci Eric et merci Marc. Maintenant, on va passer à la partie cadeau, les gars. C'est parti.
Et voici le moment que vous attendez tous avec impatience, le fameux jeu concours. Aujourd'hui, ça va être légendaire car notre invité Eric Elary a ramené un truc assez cool de son garage. Et devinez quoi, il va le dédicacer en direct pour l'un d'entre vous. Alors pour entrer dans la course, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne YouTube, mettez un gros like sur cette vidéo et lâchez un commentaire avec hashtag en roue libre. On change un peu de format. C'est aussi simple que ça pour gagner donc ce souvenir unique. Eric, montre-nous ce que tu as apporté. Et bien tout simplement, on est tous en quête d'un volant, donc je vous ai amené un volant, et pas n'importe lequel, parce que c'est un volant de GT Turbo, donc la belle voiture qu'on a vue tout à l'heure. Ouais, super, merci. C'est pour vous. Ouais, super. Et tu sais quoi, tu vas le garder et tu vas nous faire une petite dédicace. On a apporté le stylo. Oui. Allez, Un des abonnés va être super content là, moi. j'imagine. Donc il participe avec le hashtag en roue libre En roue libre. en commentaire, les gars, sur YouTube. Hein. Très important. Sur YouTube. Magnifique. Oh là là, non mais les gars. Je me suis appliqué. Hein. Ah ouais, merci. Regardez les gars. Gros plan là. Merci Eric. Franchement, super cadeau. Merci d'être venu, Eric. Ça nous a fait vraiment plaisir. On a passé un super moment. C'était cool. On a bu tes Carrément. paroles. C'était incroyable. Merci Eric, beaucoup. Merci Marc. Merci aux abonnés d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un like, un pouce bleu. Pensez à vous abonner, les gars. C'est très important. Et c'est lui le chef. Le concours, pensez à commenter. Hashtag en roue libre. Et on vous laisse. On te laisse, Eric. Et on se dit à la prochaine. Ben salut. Hein? Bye. Cordialement. Ciao les gars. À la prochaine. Ciao. À la Super. prochaine. Monte mon petit Pierrot. Viens, on va à Saint-Pierre-la-Mer tous les deux. On se casse. Go à Saint-Pierre-la-Mer. Bye bye. Elle va démarrer ou pas? C'est une Renault, hein. Il y a 2-3 petits problèmes de démarrage, mais ça va démarrer. Là, voilà. Oui, monsieur. Bon, elle a des gros arbres à câble, apparemment, elle tient pas le ralenti. Hein. Ouais, mais je pense que ça le fait quand même. Pierrot, t'entends les vibrations? Ouais. Quand t'avais ça à 20 ans là, C'était la folie. les nanas, ça tombait. Comme les petits pains. Comme des petits pains.